Chers amis, chers camarades, bienvenue à l'Humanité. Je veux saluer évidemment quelques personnalités. Chère Allah, Madame l'ambassadrice de Palestine en France, merci de ta présence. Je souhaite saluer aussi Otto Vaillant, l'ambassadeur de Cuba, qui devrait arriver dans quelques minutes. Cher Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Chère Cécile Cukierman, présidente du groupe CRCE Kanaki. Je veux saluer quelques amis députés, en commençant par le député de l'Humanité, puisque nous sommes quasiment dans sa circonscription à 100 mètres près. Mais mon ami Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis. Chère Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine. Et je crois que l'on m'a dit aussi, mais je ne l'ai pas vu, que Raphaël Arnaud, député insoumis du Vaucluse, est parmi nous. Je veux saluer aussi quelques maires. Vous me permettrez de commencer par celles et ceux qui sont de Seine-Saint-Denis. Cher Stéphane Blanchet, maire de Sevran. Notre ami Asdine Taibi, maire de Stein. Je veux saluer aussi Laurent Baron, maire socialiste du Pré-Saint-Gervais, qui devrait arriver. Mais aussi Philippe Riot, maire de Grigny. Gilles Leproust, maire d'Allonne. Et évidemment, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers. Enfin, je salue les responsables de l'UNEF, de la CGT Cheminot, CGT Intérim, de la CGT Transport, de la FNME, du MRAP, du MNLE. Je veux saluer évidemment l'ensemble des prestataires de la Fête de l'Humanité et aussi les membres du conseil de surveillance du journal L'Humanité. J'ai aperçu Michel, Didier, Hervé et s'il y en a d'autres qui veulent m'excuser. Chers amis, chers camarades, et évidemment, elle était première, et je m'en excuse, chère Sophie Binet, évidemment secrétaire générale de la CGT. Voilà, quand on fait des listes, on en oublie. Et je voulais la séparer des autres camarades de la CGT. Je m'en excuse. Merci beaucoup, Sophie. Et le résultat est évidemment extraordinaire. Je suis heureux de vous retrouver ici et vous remercie chacune et chacun de votre participation à notre événement. Vous le savez, l'Humanité est votre maison et vous y êtes toujours les bienvenus. Je vous souhaite avant toute chose, au nom des équipes du groupe L'Humanité, une belle et heureuse année 2025. Qu'elle soit synonyme de bonheur, de santé, de moments de partage et de réussite, pour vous ainsi que pour vos proches. Qu'elle soit collectivement tournée vers l'espoir, la combativité, les luttes et les victoires, pour la paix, la justice sociale et environnementale. Mes premières pensées vont à nos compatriotes mahorais, dont l'île a été ravagée par le cyclone surpuissant Chido. Le réchauffement climatique n'est plus une vue de l'esprit. Des épisodes de pluie diluvienne qui ont ravagé Valence, des méga-feux qui ont flambé l'ensemble de Los Angeles, ou des épisodes venteux sont de plus en plus réguliers et de plus en plus forts. Quoi qu'en disent les climato-sceptiques, le grand bouleversement climatique est déjà à l'œuvre. La science nous l'affirme et le confirme. 6 des 9 limites planétaires sont déjà franchies. C'est donc la sûreté et la sécurité d'un fonctionnement sain et stable qui est remis en cause pour l'ensemble de l'humanité.
Partout, ce sont les classes populaires qui paient le plus lourd tribut en vie humaine ou en destruction. Il convient de rappeler qu'à l'horizon 2030, nous en serons à 260 millions de réfugiés climatiques et plus d'1,2 milliard à l'horizon 2050. Et là, les murs érigés par le capital, qui sont montés pour repousser les hommes et les femmes, qui fuient la guerre, la misère ou l'oppression, n'y changeront rien. Si rien n'est fait immédiatement pour lutter contre le dérèglement climatique, il faudra obligatoirement partager les territoires qui resteront vivables. Le problème n'est donc pas l'immigration à Mayotte, comme veut le faire croire le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, mais bien l'inégalité de traitement entre les départements français et la sous-dotation de Mayotte dans tout le périmètre régalien de l'État. Ce territoire doit avoir accès, comme les autres, à des services publics de qualité, mais aussi du bâti en dur et en capacité de résister aux ouragans. Et surtout, il faut agir concrètement pour adapter nos sociétés au changement climatique. Cela nécessite donc de changer nos modes de production, de consommation et de transport, pour sortir des logiques court-termistes, pour planifier, produire localement ce dont nous avons besoin et d'arrêter de mettre les peuples en compétition avec des traités de libre-échange qui ravagent notre planète. Le philosophe Zizek dit cette phrase extrêmement parlante. Il est plus facile d'imaginer pour les êtres humains la fin du monde que la fin du capitalisme. En ce qui nous concerne, je ne me résous pas à la fin du monde. Alors formons le vœu ensemble que 2025 soit l'année qui voit le capitalisme dépassé et que s'ouvre enfin le chemin d'une société nouvelle que, pour notre part, nous nommons toujours le communisme. D'autant plus que ce capitalisme en crise cherche des débouchés pour continuer à accroître ses richesses au détriment de la nature et du vivant. Et cela commence par des conflits armés aux quatre coins du monde. Pour ici, conserver la mainmise sur des ressources, là, un accès à une route commerciale, ou encore là-bas, un accès à l'eau potable, qui se raréfie avec l'acidification des océans. La guerre, avec l'inflation, est l'une des armes du capital pour mettre en compétition les travailleurs et travailleuses entre elles et eux et continuer leur politique au service des intérêts de l'argent, tout en appauvrissant l'ensemble des peuples. Pensons que la richesse des milliardaires a bondi de 2000 milliards de dollars rien que pour l'année 2024, provoquant des inégalités jamais vues entre États et au sein même des sociétés. Je crois que chacun comprendra ici que je formule spécifiquement et en premier lieu pour l'ouverture de ces vœux, des vœux de paix dans un monde dévasté par les conflits, du Myanmar au Soudan, du Yémen en Syrie, sans oublier nos amis et frères kurdes, sans oublier non plus les tensions multiples entre les États-Unis et la Chine, ou encore entre les États-Unis et le Mexique. Nous pensons à toutes les victimes de guerre, sans distinction. Je le redis, à l'humanité, nous ne faisons jamais de tri dans la grande fraternité humaine. À quelques jours du 3e anniversaire du début de la guerre en Ukraine, suite à l'agression militaire russe, permettez-moi de m'y arrêter un peu plus longuement. L'armée russe continue sa progression et ce conflit ne cesse de s'enliser dans un délire expansionniste de Poutine. Le bilan humain et matériel est extrêmement lourd. Depuis février 2022, le conflit a déjà tué et blessé 1 million de Russes et d'Ukrainiens, plus de 700 établissements médicaux et 1500 écoles ont été ravagées par les bombes. Nous appelons donc collectivement à un cessez-le-feu immédiat. Soyons prudents et attentifs quant aux promesses triomphalistes et vantardes de Trump pour son retour à la Maison-Blanche, à mettre un terme rapidement
à ce conflit. Cela pourrait surtout signifier qu'il puisse forcer Kiev à des concessions majeures et accorder une victoire géopolitique au Kremlin. Il ne faut pas nourrir les haines ni les rancunes en humiliant les Russes, mais cela ne peut pas se faire au détriment de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en respectant les accords de Minsk. L'issue n'est donc pas guerrière et de rajouter des armes aux armes, mais bien une solution diplomatique et pacifique. Quelle qu'en soit l'issue, cette guerre en Europe est le symbole de l'échec de l'ordre international actuel qui a montré son vrai visage. On le sait, certains ont intérêt à cette guerre et à la course à l'armement. Au lieu de dénoncer l'invasion russe, les va-t-en-guerre ont été et sont encore, tout à leur joie, de faire la promotion du réarmement militaire, nucléaire même, en réclamant des budgets des armées à 3% du PIB, certains appelant à investir jusqu'à 5%, comme l'exige Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, favorable à un engrenage militariste. Chers amis, chers camarades, les dépenses militaires mondiales atteignent des records. 2 500 milliards l'an dernier. À l'inverse, nous portons un autre projet de grande sécurité humaine, basé sur des coopérations entre nations libres et souveraines, en assurant la dignité pour chaque peuple de pouvoir répondre à ses besoins essentiels. Avec cet argent, les 2500 milliards, nous pourrions éradiquer la grande pauvreté et la faim dans le monde en 10 ans seulement. Nous appelons donc que 2025 soit une année de sécurité globale pour l'ensemble des peuples, en investissant d'abord dans l'éducation, les services publics, l'industrie, l'agriculture paysanne, et qu'à la fin de la décennie, nous ayons éradiqué la bombe nucléaire et les 8000 ogives qui menacent notre sécurité collective. Et nous le redisons ici, il faut que la France ratifie enfin le traité de Tian. Chers amis, chers camarades, comment ne pas évoquer une nouvelle fois la situation dramatique vécue par nos sœurs et frères palestiniens, drame amplifié depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque terroriste du Hamas. L'accord de cessez-le-feu annoncé la semaine dernière est un immense soulagement, d'abord pour les Gazaouis. Mais que de temps perdu, du fait de l'inconséquence des chancelleries occidentales, des postures idéologiques guerrières et meurtrières de Benyamin Netanyahou et de ses alliés. C'est le peuple palestinien qui en a payé le prix fort. Nous parlons, je le redis, d'un génocide. Je sais que ce mot fait débat entre progressistes. Alors je veux rappeler ici que 60% des victimes sont des femmes et des enfants, que 307 travailleurs humanitaires ont été tués, plus de 200 journalistes palestiniens massacrés, 62% des maisons civiles ont été détruites, 1,9 million de Gazaouis ont été déplacés. La totalité de la population aujourd'hui est menacée de famine et 84% des hôpitaux et des écoles ont été détruits. Dans le même temps, plus de 102 déclarations de dirigeants israéliens ont déshumanisé les Palestiniens, les traitant d'animaux à abattre, et qu'une partie significative de la population devait être éradiquée. Selon la Convention de 1948, la question n'est pas le nombre, mais l'intention est qu'un nombre significatif de la population soit visé pour reconnaître un génocide. C'est donc clairement un génocide selon la Convention de 1948. Nous souhaitons d'ailleurs qu'en même temps que l'aide humanitaire de grande ampleur qui doit entrer amène nourriture et médicaments, mais que aussi des journalistes puissent entrer dans Gaza pour relater l'ampleur des dégâts et des massacres. C'est bien la première guerre
que nous vivons en direct, mais qui a été interdite depuis le premier jour à l'ensemble des journalistes, hors évidemment nos collègues gazaouis. Je m'adresserai d'ailleurs à mes confrères directeurs de publication ces prochains jours pour qu'ensemble, nous portions cette exigence. Mais l'arrêt des combats n'est pas pour la paix, n'est pas que la paix. D'autant plus que l'intervention de Donald Trump n'est pas un geste philanthropique, mais un projet de configurer le Moyen-Orient à sa botte. N'oublions pas également à quel point le cessez-le-feu au Liban n'est aujourd'hui pas respecté par Israël. Il faut donc un arrêt réel des combats. Avec la chute du régime syrien, que personne ici regrettera, Washington va poursuivre son œuvre impérialiste dans la région et peut-être très bien laisser le champ libre à l'État israélien pour annexer la Cisjordanie. Marwan Barghouti, dont nous espérons la libération prochaine avec la centaine de prisonniers politiques palestiniens, a dit cette phrase : « Le dernier jour de l'occupation sera le premier jour de la paix. » Alors nous le redisons une nouvelle fois, haut et fort, car nous ne nous sommes jamais tus. Les Palestiniens ont droit à leur État souverain, reconnu par les résolutions internationales, et c'est la première condition d'une paix juste et durable entre le peuple palestinien et le peuple israélien. La colonisation doit être stoppée, le mur de la honte démantelé, les expropriations, humiliations et violences quotidiennes en Cisjordanie doivent cesser. Le droit international doit enfin s'appliquer comme partout dans le monde. Et enfin, pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait justice. Les criminels de guerre et contre l'humanité doivent être rendus à la justice internationale et répondre devant les tribunaux de leurs actes, à commencer par Netanyahou et son cabinet de guerre, ainsi que les dirigeants du Hamas encore en vie. L'Occident, si prompt à donner des leçons de démocratie, va-t-il s'enfoncer dans le déshonneur total en laissant un tel dirigeant continuer son œuvre sans être inquiété par un mandat d'arrêt international prononcé par la CPI? Enfin, la France et l'Union européenne doivent prendre leurs responsabilités. Reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 67, aux côtés d'un État israélien, et suspension de tout accord de coopération entre Israël et l'Union européenne tant que le droit international ne sera pas respecté par Netanyahou et toute sa clique. Le combat pour la paix devient plus urgent que jamais. À l'humanité, vous le savez, c'est notre ADN depuis 120 ans. D'où le choix de notre carte de vœux cette année encore, issue d'une nouvelle campagne de communication. Et pour paraphraser Jaurès, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Pour combattre la guerre, c'est en amont qu'il faut agir, en luttant contre le repli sur soi, le racisme, l'antisémitisme, les nationalismes. Ces concepts sont le fonds de commerce de l'extrême droite, partout dans le monde, et font le lit de la guerre. Chers amis, chers camarades, je veux vous adresser des vœux de fraternité et de solidarité. L'arrivée de Trump, ou plutôt son retour, fait peser une menace nouvelle. Nous sommes dans un moment de bascule. Partout, le capital, qui après avoir essoré la social-démocratie pour ses propres intérêts, favorisé l'ordolibéralisme pour mener des réformes à son profit, a décidé de soutenir des partis autoritaires et d'extrême droite pour continuer son œuvre destructrice. Musk n'est que la pointe avancée du combat, mais avec lui, ce sont les GAFAM, Apple, Facebook et tous les autres, plus puissants que la moitié des États, qui ont décidé de confier leur destin à des régimes pré-fascisants, ou de favoriser leur éclosion, ou leur accession au pouvoir. De Meloni à Milei, de Trump à Orban, de Farage à l'AfD en Allemagne, en passant par Zemmour, Le Pen ou Bolsonaro au Brésil, qui n'a pas désarmé, c'est donc l'émergence d'un ordre nouveau, la grande internationale des réactionnaires à l'œuvre.
Alors que le monde qui nous entoure appelle à la réflexion, à l'intelligence collective et évidemment à l'action, nous sommes dans un effondrement effroyable du mouvement des idées, la mise au banc des idées progressistes, et nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité ou de la vérité alternative. Cela s'accompagne d'une confiscation des valeurs, mais aussi des mots, et d'une inversion morale et politique. Les antiracistes sont devenus les racistes. Le Pen n'est plus un antisémite, mais un combattant pour une certaine idée de la France. Et CNews, ce repère en chaîne de la liberté d'expression pour mieux cracher sa haine de l'étranger. Ce qui se noue actuellement est d'une ampleur inégalée depuis un siècle. Les porteurs de haine racistes, antisémites, homophobes, sexistes vampirisent le débat. Leurs idées sont propulsées par des chaînes de désinformation puissantes et massives, comme ces émissions avec le bouffon Hanouna qui propulse chaque soir ses bouffonneries, mais part en vacances avec Bardella et propage nuit et jour sa haine, notamment dans la jeunesse. Leur idée inonde notre espace numérique, renforcée par de puissants algorithmes qui flattent les théories fumeuses du grand remplacement et toutes les théories complotistes, de la Terre plate au sexe des anges, sans oublier les antivax. Il y a urgence, d'autant plus que partout où l'extrême droite arrive au pouvoir, elle restreint les libertés syndicales, le droit de la presse, mais aussi de manifester, de s'organiser, réduisant à néant la culture si elle est émancipatrice et ne répond pas à ses intérêts. Trump vient d'annoncer la couleur comme Milei avant lui. La guerre contre l'immigration, la dépense publique, la guerre commerciale avec tous ceux qui ne se soumettront pas à la grande internationale néofasciste 3.0, le retrait des accords de Paris sur le climat, le retrait de l'Organisation mondiale de la santé, tout cela avec un salut nazi du multimilliardaire Musk. Le capitalisme est tellement vorace qu'il a décidé de ne plus s'encombrer avec la démocratie. Souvenez-nous, au Brésil, comme aux États-Unis, les tenants du capital ont contesté le résultat des urnes jusqu'à rentrer dans le Capitole. D'ailleurs, une des premières décisions de Trump a été d'amnistier tous ceux qui ont participé à ce coup d'État démocratique. La démocratie est devenue un obstacle et le capital n'hésite plus à soutenir les dérives autoritaires et même des coups de force institutionnels. La situation politique dans laquelle nous sommes depuis 6 mois est, pour ma part, surréaliste, avec un déni de démocratie dangereux, risquant de désespérer le peuple qui s'est mobilisé dans sa diversité pour faire barrage à l'extrême droite. Macron a dissous l'Assemblée nationale avec l'objectif non pas de gagner, mais bien de continuer sa politique au service des intérêts du capital, quitte à confier le pouvoir à Jordan Bardella. Il n'a jamais eu l'intention de changer de politique ou de permettre un changement de cap politique. Celui de servir les intérêts des forces de l'argent en livrant la protection sociale aux intérêts privés et lucratifs, tout en réduisant à néant les conquis sociaux arrachés de hautes luttes ouvrières. Oui, le capital veut aller plus loin, ici en France comme partout, dans son œuvre destructrice. Une nouvelle réforme des retraites, avec comme projet final la capitalisation. Continuons au contraire à exiger aux côtés des organisations syndicales, de l'ensemble des forces politiques de gauche, l'abrogation de la réforme des retraites et continuons à œuvrer pour une réforme de la retraite à 60 ans. Macron a perdu, mais sa politique continue. Je l'affirme ici, en démocratie, il n'y a pas de match nul. Soit tu perds, soit tu gagnes. Depuis le 7 juillet, nous assistons donc à un coup de force contre la démocratie. Car n'en déplaise aux droites coalisées, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête, et c'est lui qui aurait dû former un gouvernement et trouver texte par texte le compromis au Parlement. Voilà comment ça se passe dans une démocratie saine. Le NFP a donc eu raison de censurer Barnier
Et si le gouvernement Bayrou a la même durée de vie que les gouvernements Attal, voire Barnier, et se trouve incapable d'appliquer la feuille de route imposée par les marchés financiers, alors un risque, celle de la démission du président, se posera et ouvrira vraisemblablement un champ des possibles, mais aussi de lourds dangers d'accession de l'extrême droite aux plus hautes responsabilités. C'est à cette aune qu'il faut entendre et comprendre l'appel à la responsabilité de l'hôte de l'Élysée, non pas pour sauver les institutions ou répondre à l'urgence sociale et climatique, mais pour sauver sa politique, coûte que coûte, et en même temps sa personne. Ils sont donc prêts à tout pour poursuivre leur politique, mépriser le Parlement et s'essuyer les pieds sur le vote populaire comme en 2005. Nous avons donc une lourde responsabilité. Il ne peut advenir une nouvelle société sans placer en son cœur une démocratie renouvelée, pleine et active, dans la cité comme dans l'entreprise, en reposant la question de la détention des moyens de production par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes, pour décider ensemble de comment et quoi produire et consommer en répondant aux besoins humains et aux impératifs de respect de l'environnement. La perspective d'une nouvelle République est plus que jamais nécessaire et vitale. L'extrême droitisation, c'est aussi le désespoir alimenté par l'absence d'alternative. Quelle est la dernière conquête sociale? Tous les indicateurs de ce premier quart de siècle font état d'une stagnation, voire d'un déclassement pour les travailleuses et les travailleurs en France. Nos sociétés sont de plus en plus inégalitaires, quand dans le même temps, l'argent coule à flot pour les actionnaires. Pour une fois, nous sommes tombés d'accord avec nos collègues des Échos, puisque nous donnons le même chiffre la semaine dernière. 100 milliards d'euros de dividendes ont été accordés aux actionnaires du CAC 40, du seul CAC 40, en 2024. Voilà le résultat de décennies de cure libérale, de la crise Covid, de la crise inflationniste et de la guerre. Le CAC 40 ne s'est jamais aussi bien porté. Vivre moins bien provoque aussi le repli, la rancœur, la haine de soi et donc des autres. La dégradation et le recul des services publics, de ce qui fait société, ont été des facteurs de progression du vote de l'extrême droite. Il faut donc, d'urgence, retravailler un projet émancipateur de mise en commun qui ne peut advenir sans l'unité de notre camp social. Je veux formuler, pour finir, des vœux de solidarité et d'unité. Partout dans le monde et en France se lèvent des contestations. Ah oui, mais si j'enlève ça. Ah ouais. Ah, c'est con ce truc. Ah ouais. Bon, on va la garder. C'est Anthony, le maître du temps. Il m'a dit que j'avais du temps ce soir. Partout dans le monde et en France se lèvent des contestations, des luttes et des espoirs. Une jeunesse se mobilise contre le réchauffement climatique, la guerre et les discriminations ou les violences policières. Les agriculteurs se mobilisent contre les traités de libre-échange et pour pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail. Les femmes se mobilisent contre l'égalité salariale, pour l'égalité salariale, deuxième erreur, contre les violences sexistes et sexuelles. Et je veux saluer l'incroyable courage de Gisèle Pelicot face à ses bourreaux et sa dignité dans son combat. Je veux aussi saluer celles et ceux qui se mobilisent pour renforcer le droit à l'IVG, dont nous fêtons cette année les 50 ans. Saluer aussi les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent contre les 300 plans sociaux et la casse de notre outil industriel. Des maires qui se mobilisent pour leur population, contre la casse des services publics et répondre aux nouveaux besoins des populations. Des enseignants et des parents d'élèves descendent dans la rue, comme ici dans le 93, pour exiger un plan d'urgence. Permettez-moi ce soir d'avoir une pensée et de saluer la mémoire de Guy Tressalé, que beaucoup connaissez,
qui était un militant de la FSU, un cadre régional de la FSU, et un camarade de Noisy, décédé la semaine dernière. Chacun à sa place, nous devons donc œuvrer à souffler sur ces braises et à les unir. Permettez-moi un petit instant promotionnel du travail des parlementaires communistes. Depuis une semaine, nous avons l'honneur d'avoir proposé une commission d'enquête sur les aides publiques données aux grandes entreprises et leurs conséquences, y compris pour la sous-traitance. Le groupe représenté par Cécile m'a fait l'honneur d'en être le rapporteur. Nous commencerons nos travaux dès demain. Et ensemble, je compte bien, avec les 19 membres, dont beaucoup de droite, d'auditionner des chercheurs, des économistes, des hommes et femmes politiques, des syndicalistes, des grands patrons. Et j'espère que nous arriverons à trouver une conclusion ensemble, mais je pense que sur l'idée qu'il faut conditionner les aides publiques et qu'il faut renforcer le contrôle et qu'y compris, il faut obtenir le remboursement d'aides publiques d'entreprises qui, la même année, touchent des aides publiques, versent des dividendes et licencient, je pense que nous sommes majoritaires dans le pays sur cette question. Comptez sur nous pour y arriver. Enfin, je veux saluer l'engagement particulièrement des militants syndicaux, avec Sophie, qui parfois sont arrêtés, pourchassés, malmenés dans leur entreprise. Je sais que Kamel Brahmi doit être parmi nous. Il a été une nouvelle fois arrêté la semaine dernière et nous lui adressons toute notre solidarité. C'est un travail d'unité et de solidarité qu'il faut s'atteler. Comment pouvons-nous devenir majoritaires dans le peuple français si déjà nous n'arrivons pas à unir le camp du progrès social et écologique? Je l'ai dit à la fête de l'Humanité. Jaurès, notre fondateur, aura passé sa vie à unir les forces socialistes de l'époque. Et croyez-moi, il y avait bien plus de différences entre Gued et Jaurès que nous en avons aujourd'hui entre nous. D'ailleurs, les débats de l'époque montrent que l'ensemble des forces politiques seraient traitées d'affreux sociaux-démocrates si on relie évidemment les ambitions révolutionnaires des uns et des autres à l'orée du XXe siècle. Mais plus sérieusement, il faut en finir avec le poison de la division, des petites phrases, des stratégies aléatoires qui détournent les Françaises et les Français de nous. Là où le capital divise, il nous faut agir pour l'unité de notre camp social. Des travailleurs qui vivent dans le 93, à Bordeaux, en Creuse ou en Kanaky, ont plus d'intérêts convergents entre eux qu'avec ceux qui détiennent le capital, même s'ils n'ont pas la même vie et ne sont pas confrontés aux mêmes soucis du quotidien. Mettons-nous d'accord sur une feuille en 10 points, des mesures sociales, fiscales, écologiques et démocratiques. Débattons-en partout, dans nos quartiers, nos villes, nos villages, nos entreprises. Écoutons, mais surtout proposons un chemin de rupture avec le capitalisme et les politiques menées par Macron depuis 7 ans. À partir de notre socle, de nos programmes respectifs et en commun, confrontons-les, mettons-les en débat. Associons largement, comme le nouveau Front populaire l'a fait en juillet, citoyens et citoyennes éloignés parfois depuis des décennies du vote, des syndicalistes, des associations, des hommes et des femmes de culture, des chercheurs, chercheuses, scientifiques. Ouvrons ce chemin d'espoir pour 2025. Je forme un vœu avec vous, que la fête de l'Humanité, qui fêtera sa 90e édition cette année, nous inspire toute l'année, comme symbole d'un lieu d'échange, de respect, de partage et de confrontation saine de nos idées. Nos divergences ne doivent pas devenir des fractures irrémédiables. Nos différences ne doivent pas être une faiblesse, mais une force, si nous les ajoutons. Il faut donc retrouver la force du dialogue, la passion de la politique et de la controverse, et non de l'insulte permanente. Laissons nos ennemis, et ils sont déjà assez nombreux et puissants, le faire.
et retrouvons notre unité pour changer aujourd'hui et demain radicalement la vie des gens et de notre société. Chers amis, chers camarades, je finis par un mot sur le journal. Je veux d'abord saluer l'ensemble des salariés du journal L'Humanité, qui quotidiennement font un travail extraordinaire. Notre mission, je le redis, elle est, comme le disait Jaurès, de chercher la vérité et de la dire. Elle n'est pas de prémâcher une information ou de nous conforter dans nos idées. Elle est de permettre à chaque lectrice et chaque lecteur, à partir d'informations fiables, sourcées, d'un quotidien communiste, de se forger lui-même sa propre opinion libre et éclairée. Je suis heureux de vous dire que pour la deuxième année consécutive, nous allons approcher l'équilibre au journal L'Humanité. Je crois qu'on peut saluer l'effort de l'ensemble de la maison. Je rappelle que lorsque je suis arrivé il y a 3 ans, nous étions dans une situation difficile. Un plan d'ailleurs de remboursement de nos dettes qui s'échelonne jusqu'en 2031. Souvent, on n'y pense pas, mais c'est 500 000 à 600 000 euros à rembourser chaque année. Donc nous réalisons l'équilibre en remboursant nos dettes et en n'en contractant aucune autre. Ce qui, dans le paysage médiatique, est très fort. Sachez que ceux et celles qui ont de puissants atouts industriels, par exemple nos confrères du Parisien et des Échos, vont faire 5 millions d'euros de déficit rien que sur l'année. Nous sommes arrivés, il y avait 36 000 abonnés. Nous venons de repasser la barre des 40 000 abonnés en fin d'année. Et donc, nous allons continuer. Évidemment, c'est le déploiement du numérique. Un studio vidéo, des premières émissions, ça ira. Il y a toutes les équipes là, évidemment, que je salue avec l'ensemble de la maison. 2025 sera une année difficile pour nous. Les coûts sont en train d'exploser. Nous avons pris 800 000 euros de coûts d'impression, de transport et de distribution rien que cette année, et très probablement 800 000 euros encore en 2025. Nous avons donc été contraints d'augmenter un peu le prix, et y compris, nous réfléchissons à augmenter un peu les entrées de la fête. Je salue d'ailleurs la nouvelle directrice de la Fête de l'Humanité, Sophia Boutry. Mais je veux finir par ça. Je vais être provocateur. Je pense que l'humanité n'a jamais été autant nécessaire qu'aujourd'hui. Dans un monde où l'extrême droite progresse à vitesse grand V, où elle est appuyée par des puissants groupes, il est une illusion de penser que nous aurons des victoires politiques sans bataille idéologique et culturelle de grande ampleur. Et là-dedans, la presse, pas que l'humanité, la presse joue un rôle primordial. Je m'adresserai donc, dans les prochaines semaines, à l'ensemble des confrères des médias dits indépendants, dont nous avons fait des premières choses l'an dernier. Des rassemblements en République avec le Front populaire pour éviter l'extrême droite, puis nous avons fait évidemment un village à la Fête de l'Humanité, mais je suis pour que plus personne ne reste isolé. Si nous considérons que des médias de gauche ou progressistes vont s'en sortir, chacun en restant dans leur boutique, je pense que nous nous mettons un doigt dans l'œil. Je m'adresserai donc à eux en leur disant que dans les 5 prochaines années, nous devons nous mobiliser sur des objectifs communs. La première, je l'ai dit ici, tout le monde me prend pour un dingue, mais je vais le redire. Je pense que nous devons avoir l'ambition, d'ici 5 ans, d'avoir une chaîne de télévision progressiste qui, chaque jour, fasse la bataille avec BFM et CNews. Et je le dis tranquillement,
nous n'y arriverons pas tout seuls. Je sais, ici derrière moi, ça va râler, mais je vais le redire. Je pense que nous devons avoir l'ambition, avant 2027, de sortir un journal du dimanche, parce qu'une partie de la bataille idéologique se noue le dimanche entre le JDD, la Tribune du Dimanche et le Parisien, et le lecteur ou la lectrice de gauche, elle n'a rien à se mettre sous la dent le dimanche. Nous devons donc... Je sais, il va me dire, tu n'aurais pas dû dire ça, t'es dingue, foutre le feu. Je pense que dans l'année, nous devons mobiliser des moyens financiers et humains pour avoir l'ambition, tout début 2026, de sortir un journal du dimanche. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses en perspective. Je sais que nous pouvons compter sur votre soutien. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été présents ce soir. Nous comptons sur vous toute l'année. Et pour celles et ceux que je ne reverrai pas avant, j'espère vous croiser à la 90e édition de la Fête de l'Humanité. Bonne soirée.